Brice Perrier, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous voulez bien vous présenter succinctement ? Donc, je m'appelle Brice Perrier, je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé pour différents magazines, j'avais commencé un peu dans le documentaire, en gravitant pas mal entre Paris et la Savoie, parce que je suis originaire de là-bas. J'avais monté aussi un journal dans les années 2000 en Savoie. Et j'écris aussi des livres tout seul ou avec des autres personnes. Et là, je viens d'en faire un sur les origines du Covid-19, du virus du Covid-19. Donc on a décidé de vous faire venir parce que ce sujet-là nous intéresse. Et ce sujet-là nous intéresse parce que au départ de cette crise, en 2020, il était très touchy d'aborder la question sur les origines du virus et de poser des questions sur d'où vient ce virus. Comment vous avez travaillé sur cette enquête, sur ce virus? Comment vous avez fait pour collecter? Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là, les origines du mal? Les origines du livre. Donc, en fait, à l'automne dernier, moi, je suivais un peu de loin l'origine du virus depuis le début, mais c'est vrai que c'était pas un sujet qui était très poussé, parce qu'on a tout de suite mis en avant le pangolin, l'origine naturelle, et puis penser à autre chose, c'était taxé de complotiste, pour résumer la situation. Et puis, à l'automne dernier, il y a un directeur de recherche du CNRS qui s'appelle Étienne De Crolly qui a fait une interview sur le site du TNRS où il disait que la question devait être étudiée sérieusement, c'est-à-dire sans évacuer aucune hypothèse, et qui disait que l'hypothèse d'une fuite de laboratoire accidentelle n'était pas du tout à classer comme complotiste, parce que c'était une éventualité à regarder comme les autres, en fait. Et moi, j'ai trouvé que ce qu'il disait, ça m'a intrigué, ça m'a interpellé. Je l'ai contacté et j'ai proposé des papiers ou des interviews autour de ce thème à différents journaux avec lesquels je travaillais, qui n'étaient pas intéressés. Et du coup, j'étais aussi en contact avec Olivia Rocassens, qui est mon éditrice, pour d'autres projets. Et je lui ai suggéré de proposer à Étienne De Crolly, pourquoi pas, de voir avec lui si c'était intéressant de faire un bouquin, quoi. Et il avait pas le temps, en fait, de se consacrer à ça, parce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Et donc, Olivia m'a dit, vas-y, fais-le toi. Et donc voilà, donc je suis parti à débroussailler le sujet. Combien de temps ça a pris ? Ça a pris, j'ai passé 3-4 mois à 100% dessus, quoi. Au début, en débroussaillant, et on était parti pour faire un petit livre. On pensait faire un livre de 150 000 signes, 100 pages, parce que pour voir un petit peu, faire un état des lieux, en fait, et en pensant qu'il n'y avait pas forcément énormément de choses à dire. Et puis, en grattant, j'ai vu des trucs beaucoup sur Internet. Au début, je suis resté... En plus, c'était le confinement à l'époque encore, déjà. Et je suis notamment tombé sur un site qui est le site de l'association américaine qui s'appelle USRTK, qui veut dire quoi, RTK ? US Right to Know, qui libère de l'information, un peu, on peut dire un peu des lanceurs d'alerte, mais qui ont sorti des choses intéressantes, notamment sur les OGM ou ce genre de choses. Et là, ils avaient une page consacrée à ça, où je suis tombé sur 50, 60, 100 papiers, des articles de presse ou des publications scientifiques, et qui traitaient notamment de cette hypothèse du laboratoire, avec une masse d'informations énorme, et qui n'avait absolument pas filtré en France, quoi. En fait, il n'y avait rien dans la presse française de tout ce que je découvrais sur ce truc-là. Donc, ce site internet RTK, là, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce qui fait ça ? Depuis combien d'années ils font ça ? C'est une ONG qui, je ne sais pas s'ils ont peut-être une dizaine d'années. Moi, je ne les connaissais pas avant. Et je vous dis, ils ont sorti des trucs. Et ils utilisent beaucoup, en fait. Là, c'était la collecte d'articles. Donc ça, c'était pas vraiment leur travail. Mais par contre, eux, leur truc, c'est de récupérer des données, des conversations, essentiellement, en récupérant des mails
Tu récupères comment? par le droit américain à l'accès aux données. Et du coup, ils chopent des informations assez confidentielles et ils ont fait 3-4 histoires. Je dis un truc sur les OGM, après, j'ai pas exploré plus ou moins. Mais en divulguant ces infos, ils ont fait des grosses affaires aux États-Unis. Et là, ils en ont vite fait une, quand je vais commencer à m'intéresser sur le truc, sur les mails de celui qui est en fait l'expert un peu number one de l'origine du virus, à la fois pour le Lancet et à l'OMS, et même pour d'autres associations. Comment il s'appelle? Qui s'appelle Peter Daszak, et qui montrait qu'en fait, j'en pars tout de suite là-dessus, mais que c'est quelqu'un qui a pas mal manigancé pour exclure l'hypothèse du laboratoire. Manigancé, pourquoi? C'est gratuit, pourquoi on dit manigancé? Il a intrigué? On peut dire qu'il a un peu intrigué, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une ONG donc, qui s'occupe de collecter des virus dans le monde pour prévenir les pandémies, et qui travaille avec différents laboratoires, dont l'Institut de virologie de Wuhan, avec lequel il bosse sur les coronavirus et notamment sur l'évolution que pourraient avoir les coronavirus en faisant ce qu'on appelle des gains de fonction, de booster un peu l'évolution des virus. Et donc cette personne qui est quand même assez proche du laboratoire, qui pourrait être le premier qu'on regarderait en cas de fuite de labo, c'est lui qui a, quand je vous dis qu'il a manigancé, c'est qu'il a écrit une tribune qui a été publiée dans le Lancet, dans laquelle il assimile en fait l'hypothèse d'une fuite à une théorie du complot qui doit être écartée en tant que telle, quoi. Et ce qu'a révélé USRTK, c'est que cette tribune, elle est parue dans le Lancet, était signée par 27 scientifiques assez renommés. Lui, il apparaît dedans, mais comme un par les 27, et on ne voit pas du tout qu'en fait c'est lui qui a écrit cette tribune. Mais USRTK a divulgué des mails où on le voit qui contacte les premières personnes en disant il faut qu'on défende les gens avec qui on travaille, et il ne faut pas que ça apparaisse comme ma tribune ou comme celle de son association qui s'appelle EcoHealth Alliance, mais comme une tribune de scientifiques. Et donc voilà, et c'est passé, et ce papier est paru dans le Lancet, je crois que c'était le 19 février, une douzaine de jours après qu'il envoie ses mails, et ça a eu un impact dans le monde entier. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que dans la communauté scientifique, mais aussi dans les médias, on a pris un peu pour argent comptant ce que racontait cette tribune, et donc il est devenu exclu d'envisager cette hypothèse, d'autant plus que 2 mois après, il y a Donald Trump qui se l'est accaparé, et du coup, Donald Trump n'a pas une grande cote, et il a aussi dit beaucoup de choses excessives, et donc, voilà, c'était discrédité. Et en fait, la tribune, enfin, c'est une interview d'Étienne de Crowley à l'automne dernier, ça a remis dans le jeu un peu l'hypothèse du labo, par un scientifique installé qui est dans un laboratoire tout à fait... Sous l'administration Biden, il y a quand même le gouvernement américain qui a émis quelques réserves concernant les origines du virus. Et ils disent qu'il ne faut pas retirer des hypothèses une fuite de labo. Le gouvernement Biden, oui, il va là-dedans, surtout c'est en rapport avec la mission de l'OMS avec la Chine qui a eu lieu au mois de février. Et donc le gouvernement Biden, il n'est pas très satisfait de cette mission. Et en tout cas, il trouve qu'elle n'est pas suffisante, et notamment parce que cette hypothèse n'a pas été explorée. Donc il y a les Américains avec 13 autres pays, dont Israël, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Norvège, et puis je ne sais plus... On demandait d'aller plus loin, en fait. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu réservé à Trump, avec ce que ça comporte et ce que ça implique. Mais beaucoup pensaient que quand Trump partirait, les Américains lâcheraient l'affaire, mais c'est pas le cas, en fait. Alors, qu'est-ce qui vous permet, après ce livre et cette enquête, de dire qu'il y a quand même un faisceau de présomption, du moins un faisceau de preuves, qui pourrait indiquer une piste sérieuse?
Bah déjà, les pistes sérieuses, il y en a plusieurs. Il y a pas, moi, j'aborde pas que la question La chose intéressante. du laboratoire. Il n'y a pas que ce sujet-là. Ouais. Moi, non. Moi, on fait tout. Alors, c'est vrai que la piste du laboratoire, elle est pas mal explorée parce que déjà, quand j'ai commencé, elle l'était pas du tout. Donc c'était intéressant. Mais il y a d'autres choses parce que on est vite parti en fait sur une idée que ça provient de la faune sauvage, le pangolin, qui était un peu un conte moral presque, parce que c'était le petit animal qui est le plus braconné au monde, qu'on a maltraité et qui se venge. C'est la nature qui se venge par l'intermédiaire du pangolin. Et, alors qu'en fait, des pistes même d'élevage en fait, sont beaucoup plus probables, parce que la plupart des épidémies qui émergent, des maladies infectieuses qui émergent, passe plutôt par des élevages que directement de la viande de brousse. On interdit, là, on est en train d'interdire le commerce de la viande sauvage, de la faune sauvage. Mais quand on regarde, en fait, le passage direct de la faune sauvage à l'homme, c'est très rare, quoi. Et là, le pangolin, c'est aussi une opération qui a été un peu orchestrée par la Chine, avec des données qui au départ étaient, avec des informations qui étaient un peu mensongères. De quel type ? Il y a eu une conférence de presse qui a été faite début février par l'Université de Chine du Sud, qui a dit qu'elle avait trouvé des virus de coronavirus chez les pangolins. Faut pas que je balance mon pied. Avec une identité génétique de 99% par rapport à SARS-CoV-2. Et ça, 99%, c'est l'étape avant, enfin c'est ce qu'on attend de l'hôte intermédiaire, du dernier échelon animal avant l'homme, quoi. Et ça a été repris immédiatement dans Nature, et ça a fait le tour du monde, alors qu'en fait, il s'avère que l'identité des virus de pangolin, elle est de 90%. Et donc là, on n'est plus du tout dans la proximité d'un hôte intermédiaire. Et qu'il y a une zone de ces virus qui, elle, est à 97% et qui est une zone importante parce que c'est la zone, le domaine de liaison du virus avec les cellules humaines. Mais donc, il y a cette histoire qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Et qui a mis cette image qui est encore à l'automne, même encore là je voyais une semaine sur Arte, il y avait un documentaire, le coronavirus et le pangolin, la faune sauvage, c'est ça qui explique l'épidémie. Est-ce que vous avez un background scientifique ? Moi je suis juriste de formation, donc c'est pas vraiment scientifique, mais par contre j'aime bien j'ai traité pas mal de sujets scientifiques, et notamment avec Marianne, avec qui je bosse depuis quelques années, je fais pas mal de papiers scientifiques. Ouais. Est-ce qu'il y a une incurie ? Est-ce qu'il n'y a pas une incurie ? Est-ce qu'il y a une ignorance dans la presse française sur les questions scientifiques ? Une ignorance, je ne sais pas si on peut dire ça. Là, moi, je vois pas mal de suivisme avec ça. Alors, est-ce que c'est une ignorance ? Moi, je ne veux pas cataloguer la presse française ignorante, mais sur ce sujet comme dans d'autres, il peut y avoir des préjugés ou du suivisme. Mais là, on a beaucoup suivi cette idée. Le Lancet a dit ça, donc amen, quoi. Eh ben non. Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Revenons à notre histoire de pangolin et de Chine. Donc, il y a, à votre avis, il y a eu je cherche mes mots, un écran de fumée de la Chine concernant le pangolin, c'est ça ? Il y a une sorte de diversion, un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que la Chine. Parce qu'il y a des relais occidentaux qui sont un journal comme le Lancet. Après, vous avez des journaux comme Nature qui ont accrédité cette thèse du pangolin avec des grands scientifiques qui ont porté cette idée, Nature a été très impliquée là-dedans avec d'abord ce relais de la conférence de presse chinoise. Après, ils ont publié plusieurs papiers sur l'hypothèse du pangolin qui était moins affirmatif parce que les données pouvaient pas, c'était plus 99%, mais qui entretenait quand même l'idée que ça pouvait venir du pangolin. Nature a aussi fait un papier qui est devenu la référence, qui dit que c'est forcément un virus naturel, qui exclut l'hypothèse du labo de façon assez arbitraire en fait. Et ça a été
ouais, c'est devenu la référence qui a été suivie un peu par tout le monde. Donc les journalistes, ils ont fait un peu comme les autres. Ils ont marché en canard. Ouais, je ne sais pas si c'est en canard ou en file indienne. Ils peuvent marcher en canard en file indienne aussi. Hein. Quelles sont les autres pistes que vous avez levées en creusant autour du coronavirus? Donc, les conflits d'intérêts, ça on a fait. Bah, il y a des conflits d'intérêts. Par exemple, vous voyez les gens qui écrivent ce papier de référence qui passe dans Nature, ce sont des gens qui travaillent avec la Chine déjà, qui ont été primés, qui ont été récompensés, qui travaillent avec des universités chinoises. Et c'est quand même étonnant, quoi. Vous avez Peter Daszak, qui lui travaille aussi beaucoup avec la Chine. Mais sinon, qu'est-ce que vous me disiez? J'ai zappé, là. Sur les conflits d'intérêts. Le plus gros conflit d'intérêt, c'est celui de Peter Daszak, parce que quand vous avez quelqu'un qui passe comme l'expert numéro 1, alors qu'en fait il travaille avec le suspect numéro 1, et qui orchestre une espèce de stratégie pour écarter une piste. Et ça s'est passé, même encore, il est même pas du tout discret d'ailleurs, parce que USRTK a sorti ses mails au mois de novembre, qui ont eu beaucoup moins d'impact, d'ailleurs, j'en discutais avec le mec, que les choses qu'ils avaient fait auparavant sur les OGM ou sur d'autres scandales qui avaient eu un retentissement. Celui-ci n'a pas eu un énorme retentissement, mais c'était quand même connu, quoi, à partir de ce moment-là. Et quand il y avait la mission de l'OMS à Wuhan, Peter Daszak aurait pu se faire discret, comme la plupart des experts de l'OMS, qu'on ne voyait pas, qui ne répondaient pas. Alors que lui, il passait 14 tweets par jour, il répondait à tous les journaux. Et aucun journal ne mettait en avant le fait que ce type était discrédité, en fait. Il ne devrait pas être là, quoi. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts énorme. Et on ne lève pas beaucoup, les conflits d'intérêts n'ont pas été tellement remarqués, à part aujourd'hui un peu celui-ci, mais je dis, il y a un mois, quand il était à Wuhan, j'étais étonné, moi, de voir tous les journaux qui le citaient à chaque fois, et pour dire que oui, il n'y a rien à signaler au labo, quoi, en fait. Les Chinois sont transparents, parce que sa tribune, elle était quand même aussi hallucinante. C'était quand même de dire que la Chine était un modèle de transparence. Donc bon, c'est... La France est bien le pays des droits de l'homme. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais bon, la Chine, un modèle de transparence, ça passe. Et quand il était à Wuhan, il disait encore, c'est génial, c'est super, on est super bien accueillis, les gens nous font voir tout ce qu'on veut. Alors ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? L'enquête de l'OMS, ça a donné quoi? Quelle a été l'attitude du gouvernement chinois? Ils ont eu accès à quoi? Est-ce qu'ils ont pu être libres de se balader partout? Est-ce qu'ils ont eu accès à toutes les souches qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils ont eu accès à tous les sites qu'ils voulaient? Ou est-ce que c'était un voyage touristique organisé par une ambassade? Moi, j'ai appelé ça un peu une visite de courtoisie dans le livre, mais ils étaient... déjà, il faut voir que c'était pas une enquête, et ça... L'idée générale, c'était qu'ils allaient faire une enquête, mais les Chinois, eux, étaient très clairs. Ils disaient, ce n'est pas du tout une enquête, c'est une étude conjointe. Et en fait, une étude qui a été faite par la Chine. En fait, toutes les données dont disposaient les experts de l'OMS, déjà, c'était une mission donc, conjointe où il y avait 17 experts de l'OMS et 17 experts chinois. Et qui tous récupéraient des données fournies par la Chine. Et les experts de l'OMS ont pu demander, on veut aller voir le marché, ou qui a été beaucoup vu comme un endroit, qui est un lieu de propagation du virus, mais qui a été beaucoup vu aussi comme là d'où il pourrait venir. Celui qui est à 300 mètres du P3, c'est ça, du laboratoire Non, P3. il n'était pas loin du CDC, d'un laboratoire P2 plutôt. Pas de l'Institut de virologie, mais du CDC de Wuhan. Et oui, ils étudient aussi les chauves-souris et les coronavirus. Mais La Chine, le gouvernement chinois. Mais oui, donc le gouvernement chinois, les autorités chinoises ont fourni toutes les données et les Occidentaux ont pu demander à aller voir les laboratoires, le marché, ces choses-là. Donc c'est ça que disait Peter Daszak, on a pu aller partout où on allait, sauf qu'ils ont été, mais ils n'ont pas inspecté. Ils n'ont pas inspecté, ils ont été écouter les gens qui leur racontaient ce qu'ils voulaient leur raconter et qui leur ont montré ce qu'ils voulaient leur montrer. Magnifique. Est-ce
Est-ce qu'ils ont été se balader autre part que dans le marché, dans le couloir de l'hôtel, et est-ce qu'ils ont été dans une mine? Et non, ça, ils n'ont pas été dans la fameuse mine. Alors, c'est quoi cette fameuse mine? Eh ben, c'est une mine dans laquelle, en 2012, c'est une mine qui est dans le Yunnan, qui est donc une province du sud de la Chine. 1500 km de À Wuhan. peu près, ouais. Dans cette province, c'est là qu'on avait déjà trouvé les chauves-souris qui étaient à l'origine du premier SARS, en 2002-2003. Vous voyez pas, ce premier SARS, c'est la première épidémie de SARS, SARS-CoV-1. Et donc, depuis ce moment-là, on sait que les chauves-souris sont le réservoir naturel des coronavirus. Et le chameau aussi. Le lama. Non, le dromadaire a été l'intermédiaire pour l'épidémie suivante, qui était celle du MERS, mais ça venait aussi des chauves-souris. Alors, j'en profite de lire un commentaire de la communauté, de Bob le bricoleur. Bonjour Bob. Qui nous dit: des transmissions animal-homme très rares. Il est marrant ce monsieur. Il est au courant qu'avant cela, il y a eu le sida, la dengue, le chikungunya, Ebola, MERS, SARS-CoV-1, H5N1, H1N1. Ces 30-40 dernières années. Justement, vous voyez, Donc, SARS-CoV-1, on dit que c'est la civette qui est passée entre justement la chauve-souris, la civette qui est un animal d'élevage, qui a passé à l'homme. Et pour le MERS, qui est l'autre virus par coronavirus, c'est passé par le dromadaire, qui n'est pas un animal d'élevage, mais qui est un animal domestique. Et c'est pas l'animal sauvage qui a contaminé directement les gens avec le... Donc voilà. Après, il y a une étude qui a été faite en 2008-2009 pour lancer un programme qui s'appelle Predict, qui va par la recherche en fait des virus pour connaître les virus avant qu'ils arrivent. Et là, il y avait sur 340 émergences, il y en avait 4. Il y avait 4 sur 340 émergences qui venaient directement de la faune sauvage et de la viande de brousse et de ce genre de choses. Donc l'élevage est beaucoup plus. Ça vient au départ d'un animal sauvage, mais ça passe en général, ça passe par un intermédiaire d'élevage. Donc revenons à cette fameuse mine. Est-ce qu'on parle bien de la même, de celle qui a qui a généré la mort de 6 c'est ça, mineurs, de 3 mineurs? Il y en a 3 qui sont morts. Qui étaient venus nettoyer la mine. C'est ça. Et est-ce qu'on parle bien de la même scientifique chinoise qui était sur place, qui a fait les prélèvements, qui les a ramenés à Wuhan? Ça, c'est pas la directrice du WIF, mais c'est la chercheuse un peu vedette de l'Institut de virologie de Wuhan. Comment elle s'appelle? Qui s'appelle Zheng Liqi, ou Shi Zhengli, suivant dans le sens où on le met. Moi, j'ai mis Zheng Liqi. Mais oui, et c'est elle qui a d'ailleurs, à l'époque du SARS, dans les années 2000, qui a co-découvert, qui a amené sur la piste, qui a trouvé que ça venait d'une chauve-souris à l'origine, quoi. Donc, elle est devenue la spécialiste mondiale des coronavirus qu'on trouve chez les chauves-souris. Elle est surnommée Batwoman parce qu'elle a organisé énormément d'expéditions, en général dans cette zone, là, dans le sud, dans le Yunnan ou dans le sud de la Chine. Et elle était effectivement allée avec ses équipes à plusieurs reprises dans cette mine où en 2012, il y avait des mineurs qui travaillaient à la nettoyer. Pendant 15 jours, ils ont passé, il y en avait 4 qui ont passé pendant 15 jours et 2 qui ont été pendant 4 ou 5 jours, mais 10-12 heures par jour à enlever le guano à la chinoise. Et ils ont tous chopé une maladie qui a ressemblé en fait fortement aux symptômes, dont les symptômes ressemblaient fortement aux ceux des cas graves du Covid-19. Et c'est dans cette mine qu'a été trouvée, parce que donc après cette expérience, après cette histoire, qui a été suivie en fait par les plus grands virologues, pneumologues de Chine, ça on l'a su après, mais peut-être qu'on reviendra dessus grâce à un groupe qui s'appelle Drastic, qui a levé beaucoup d'informations sur cette histoire. Comment vous écrivez Drastic? Drastic, c'est D-R-A-S-T-I-K, ça veut dire Decentralized, Radical Autonomous Search Team Investigating Covid-19. Et donc, un membre de Drastic, donc Drastic, c'est une vingtaine de personnes. Il y a des scientifiques professionnels, il y a des gens qui sont sous pseudo.
et qui lève des histoires, en fait, qui trouve des documents, et notamment il y en a un qui a trouvé un mémoire de maîtrise de médecine qui traitait du cas de ces mineurs et qui montrait qu'ils avaient été suivis par, je crois que c'est Zhang Shan, qui est le plus grand pneumologue de Chine, qui était celui qui a travaillé le plus sur l'expert numéro 1 pour le SARS et pour le SARS-2 aussi, et qui a suivi ça et qui avait diagnostiqué un virus, probablement de coronavirus. Pneumonie atypique. Une pneumonie atypique qui venait probablement d'origine virale. Et donc, alors, il a d'ailleurs envoyé des échantillons ont été envoyés au WIF pour analyse. Il y a des échantillons qui ont trouvé qu'il y avait des anticorps de coronavirus. Et un an après cette mésaventure aux mineurs, dont 3 sont morts, les équipes de Zhengli ont trouvé parmi les virus un virus qui s'est avéré en 2020 être le plus proche de SARS-CoV-2. À combien de pourcents ? À 96%. 96, c'est très éloigné quand même. C'est le plus proche, mais c'est pas le progéniteur direct, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il faut 99. Donc je vais résumer trivialement la chose, et je vais me faire l'avocat du diable. Donc on a un scientifique américain qui est spécialisé dans l'ajout de fonctions sur les coronavirus. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein, il est spécialisé dans la recherche de virus et dans leur étude. D'accord. Qui travaille avec une doctoresse chinoise spécialisée dans les coronavirus surnommée Batwoman, qui a analysé en 2013 un truc 96% aussi proche que ce qu'on se tape en 2019, coronavirus 19. Et elle a bien cartographié ça dans une base de données. Et la question que je vais vous poser, mais où est cette base de données ? Elle a disparu, elle n'a pas disparu, elle est toujours en ligne, elle n'est plus en ligne. Est-ce qu'ils ont fait le ménage ? La base de données du WIF, oui, elle est hors ligne, on va dire. Comme ça, elle est en ligne depuis 10 ans ou récemment ? Non, elle est hors ligne depuis le 12 septembre 2019. Et sans explication. Alors, Zhengli a répondu à un mec, donc ça c'est aussi un document sorti par Drastic, par un mec je crois qui s'appelle Tom Cleary, c'était rare, c'était au début mois de janvier je crois 2020, parce que Zhengli difficilement, elle m'a jamais répondu quoi, elle répond pas souvent je crois. Les Chinois ils répondent pas. Ouais, les Chinois ne m'ont pas répondu d'ailleurs de façon assez générale. Mais là, elle avait répondu à ce type qui lui demandait pourquoi la base de données était hors ligne. Et elle lui a dit qu'elle avait été attaquée pendant l'épidémie. Sauf qu'en fait, elle a été enlevée, elle a été mise hors ligne en septembre, donc c'était 3-4 mois avant qu'on connaisse SARS-CoV-2 et ses effets. Donc voilà, et ça c'est une question par exemple qui n'a pas été bien traitée, on va dire, par la mission de l'OMS, qui évacue en fait le rapport OMS Chine. Donc c'est pas un rapport de l'OMS, il faut bien comprendre ça, c'est un rapport OMS Chine, donc qui est validé par la Chine. Et qui évacue dans le rapport la question du laboratoire en une page très expéditive, alors que le rapport fait 120 pages, et qui traite un petit peu le truc dans ses annexes. Dans les annexes, il parle d'une rumeur, comme quoi la base de données serait pas... qu'il y aurait une base de données hors ligne. Il parle d'un tableur Excel qui, en fait, aurait été attaqué. En fait, un tableur Excel, c'est 15 bases de données qui sont très importantes. Et justement, les gens de Drastic aussi ont fait un détail très précis parce que on pouvait récupérer avec la mémoire du web, on va dire, on pouvait récupérer des choses. Et il y avait aussi un site chinois qui recensait des bases de données où il y avait des descriptifs, qui lui a été accessible, donc il n'y avait que le descriptif, il n'y avait pas le contenu, mais qui lui a été accessible jusqu'au printemps 2020, et qui a aussi été mis hors ligne, et qui est toujours hors ligne aujourd'hui. Et donc ça, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été investigué par... ils ont cru, voilà, le tableur Excel qui a été attaqué par des hackers, et donc on ne le met pas, alors que d'ailleurs... Un institut comme ça, ils savent aussi se protéger théoriquement contre des attaques. Vous connaissez ça mieux que moi, hein. Mais je pense qu'il
Ils sont pointus. Et en tout cas, cette base de données n'est pas là, et il y a des centaines de séquences de virus, et notamment... Celui de 2013. Celui de 2013, on a la séquence, puisqu'elle a été présentée... En intégralité ? Elle a été présentée en intégralité, mais oui, elle a été présentée. Mais alors, il n'y a pas la matière première. Aujourd'hui, ils disent qu'ils n'ont plus la matière première. Et les gens qui essaient de la reconstituer ont du mal, en fait, à reconstituer la séquence entière. Mais ils ont aussi, et ça, ils l'ont avoué, en fait, 9 mois après un premier papier qui a été publié... début février, qui a été publié en janvier et publié dans Nature début février, qui présentait RATG13, ce virus, comme le plus proche parent de SARS-CoV-2, et sans trop dire d'où il venait, quoi. En fait, en disant qu'il venait du Yunnan, sans dire plus, quoi, sans parler de la mine, que c'était une mine où il y avait des gens qui avaient une pneumonie atypique et tout ça. Et donc après, par Drastic, il y a eu un papier qui a sorti cette histoire de la mine par notamment un mec de Drastic qui a sorti le mémoire, et après un couple d'Indiens, de biologistes indiens, qui ont fait tout un rapport, tout un papier qui a été publié dans une revue scientifique, et qui donc a mis un peu cette mine en lumière, et donc 9 mois après son premier papier, Zenglishi et l'équipe du WIV ont fait un addendum à leur article où ils ont reconnu qu'ils venaient de cette mine, et que dans cette mine avaient été récupérés notamment 8 bêta-coronavirus de type SARS, dont tous les gens qui s'intéressent au sujet aimeraient bien connaître l'identité et la séquence, parce que ça serait très intéressant. On manque de virus proches, et là, il y en a 8 qui ont été trouvés au même endroit que celui le plus proche, et on donne pas leur séquence. Et ils sont sans doute dans cette base de données qui a été mise en ligne. C'est ballot. C'est ballot. Oh mince alors. Ça doit être leur stagiaire qui a déréférencé leur base de données. Ah, peut-être. Est-ce que dans votre bouquin, vous traitez l'aspect du traitement de la crise par la Chine, les prémices du déploiement des sécurités, des gestes barrières en Chine, des barres soudées aux portes des gens pauvres pour éviter qu'ils sortent de chez eux, et l'attitude des militaires chinois autour de ce sujet-là? Est-ce que vous avez traité, analysé et spoté l'activité des militaires chinois pendant le début de la crise, avant et aussi avant le début de la crise? Les militaires chinois, ils ont pris le contrôle des laboratoires de Wuhan au mois de février. Donc, il y a une major qui est aussi une scientifique, mais qui est arrivée à Wuhan et qui a pris les choses en main, quoi. Donc, voilà, l'armée, c'est proche de... Tout est un peu proche du parti, et les laboratoires sont aussi proches du parti. Et c'est un fait que oui, cette major est venue en fait prendre les affaires en main à Wuhan. Et après la gestion, on va dire sanitaire des Chinois, s'ils ont bloqué les portes. Moi, je me suis intéressé au virus, donc pas forcément à... Ce que j'ai plus vu, c'est la façon dont les Chinois, pendant au moins 3 semaines, ont retardé un peu le fait de dire qu'en fait c'était un virus qui était contagieux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça. Les Chinois ont dit tout de suite que c'était une vraie merde. Ah non, parce qu'en fait vous avez l'histoire, comme je commence un peu le livre avec ça, mais à Wuhan vous avez le 30 décembre 2019 une médecin de l'hôpital central de Wuhan qui reçoit, en fait, elle a eu plusieurs patients depuis 15 jours qui ont cette pneumonie atypique assez proche de celle des gens de 2012. Et non, c'était 2012. 2013, ils ont trouvé le virus, mais les malades, ils étaient en 2012. Et donc, qui a envoyé un échantillon à un laboratoire de Pékin, je crois, et elle reçoit le résultat. Et le résultat, c'est coronavirus de manière évidente contagieuse, de type SARS. Donc elle prend peur, elle commence à dire à son service de mettre des masques, et puis elle met sur le réseau social, c'est WeChat, non, je sais plus, Weibo peut-être, ouais. Le réseau social chinois, elle publie le rapport d'analyse. Ensuite, il y a un autre médecin
Yann, mince, le nom m'échappe aussi, mais qui est devenu connu parce qu'il est décédé, qui relaie ce message aussi sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a des coronavirus, il y a des malades de coronavirus, de SARS. Et elle va se faire réprimander comme c'est pas possible par ses chefs, et lui, il va être avec d'autres arrêté par la police pour leur dire qu'il colporte des fausses rumeurs. Et en fait, le même jour, vous avez le laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan qui reçoit aussi des échantillons avec du coronavirus de cette nouvelle pneumonie. À ce moment-là, la Zheng Liqi, donc Batwoman, se trouve à Shanghai pour une conférence. Sa directrice l'appelle, lui dit tu reviens immédiatement, il faut que tu t'occupes de ça. Le même jour, sur ce site là que je vous disais qui décrivait les bases de données du WIV et d'autres instituts chinois, elle la modifie, elle l'actualise, enfin c'est elle qui est l'administratrice, donc on peut supposer que c'est elle qui l'a changé en prenant le train en revenant à Wuhan, en remplaçant faune sauvage par rôdeurs et chauves-souris. Peut-être pour pas faire un lien avec la faune sauvage qui était vendue au marché, parce que beaucoup de malades qui arrivent à l'hôpital venaient du marché de Wuhan. Donc elle arrive là-bas et elle reçoit les échantillons de virus et elle va entamer le séquençage du virus. Et en fait, ce séquençage, donc, apparemment, il a été fait le 2 janvier. Mais il n'a pas été communiqué le 2 janvier. Pourquoi vous dites apparemment ? Parce qu'on a elle l'a dit à quelqu'un et qu'en plus, un séquençage ne prend pas beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, il y a un autre Chinois qui va recevoir un échantillon, lui, le 5 janvier, et qui en 40 heures le séquence. Et qui alerte et qui voit qu'il est à 80% comme le SARS-1, donc qui pense qu'il est dangereux, qu'il est contagieux. Et donc il alerte les autorités, et les autorités lui retardent. Elles retardent le fait de dire en fait que le virus est contagieux, qu'il se transmet. Il laisse courir l'idée que ça passe de l'animal à l'homme, mais pas de l'homme à homme. Ce qui est le cas en fait de la plupart des émergences, et c'est peut-être d'ailleurs le cas avec ces mineurs. Ces mineurs, ils avaient sans doute pas, c'était pas le SARS-CoV-2 qu'ils ont eu, mais eux, ils avaient un truc qui apparemment il n'y a pas eu de contagion. Donc les autorités chinoises laissent penser ça jusqu'au 20 janvier en fait. Mais cet autre virologue chinois il alerte les gens, il va à Wuhan le 9, il dîne avec des autorités sanitaires, il leur dit ça, mais ils ne mouftent pas. Et le lendemain, il a un virologue australien qui travaille beaucoup avec les Chinois, qui lui dit est-ce que je peux publier le génome ? Et il publie le génome et il hésite un peu, puis il lui dit oui, allez, ok. Et là, il s'apprêtait à se rendre à Pékin, peut-être pour aller voir encore des autorités. Et quand il arrive à Pékin, l'Australien a publié le génome et ça fait la une des médias. Et là, ça va accélérer en fait la diffusion du génome. Mais les Chinois ont quand même commencé par faire fermer son laboratoire au mec. En faisant une inspection, en disant comme si son truc pouvait être un peu frauduleux, et parce qu'ils voulaient que ça soit Zheng Liqi et le WIV qui publient le génome, qui va donc être publié le 12 janvier. Donc ils ont quand même attendu 10 jours pour publier ce génome. Est-ce que vous avez vu des mouvements de militaires autour du mois d'octobre, des militaires chinois, octobre 2019 ? Non. Jamais. Vous n'êtes pas intéressé à ça ? Il y aurait eu une baisse d'activité des téléphones au WIV. Comme s'ils n'étaient pas là pendant 2 semaines. Au mois d'octobre ? Au mois d'octobre. Mais... On creuse un peu ce sujet-là, non ? Ça, on ne le sait pas parce que ils ne parlent pas. Donc, on peut juste qu'il y a eu des gens qui ont constaté que au niveau des téléphones portables, ça n'avait pas fonctionné pendant 2 semaines. Au mois d'octobre. Et ça, c'est après aussi. C'est une hypothèse que la fermeture de la base de données, ça soit suite à un accident, en fait. Et qu'après, il y a aussi des rumeurs. Là, ça relève plus de la rumeur
que des... Mais bon, c'est une rumeur qui est quand même colportée par le département d'État américain, qui l'a quand même écrit. Les armes de destruction massive chez Saddam Hussein, ouais, voilà. Toujours. Donc c'est pas, ça reste quand même de la rumeur, mais qu'il y a des employés du WIF qui ont été malades avec des pneumonies, le genre de pneumonie ou des grippes ou des maladies un peu qui peuvent ressembler à l'automne 2019. Quand les Chinois disent que rétorquent aux Français, oui, mais on a eu des échantillons de pipi français de 2019, de novembre, il y avait déjà du coronavirus dedans. De novembre, oui, ouais. De novembre. Eh ben, ça collerait avec une diffusion du virus en septembre, quoi. Parce qu'il y en a, oui, il y en a en Italie aussi. Alors, en Italie, c'est différent, il y a des élevages de visons, mais on va revenir sur les élevages. Non, en Italie, c'est pas des élevages de visons. Il y a eu des... mais c'est pas forcément irréprochable quoi, comme étude, mais il y a eu aussi, on a trouvé des traces de SARS-CoV-2 ou d'anticorps sur des analyses de gens qui étaient dans un essai clinique sur le cancer. Donc ça, c'est ce que les Chinois mettent beaucoup en avant, ces signes pour dire que ça vient de l'étranger, en fait. Alors que, bon, il y a peu de signes convaincants et surtout, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de... Parce que quand le coronavirus arrive à Wuhan... Ça, notamment quand il est repéré au mois de décembre, après ça va très vite, quoi. Et il y a énormément de gens qui sont contaminés. Alors quand vous dites ça va très vite, notre ambassadeur, qu'on rémunère grassement en Chine, a prévenu l'État français le 30 décembre. Bah, l'ambassadeur a prévenu... Comment il s'appelle déjà, monsieur Jordi? C'est l'OMS qui a été prévenu le 31 décembre, je crois. Alors, nous on a été prévenus le 31 aussi, non, peut-être? Je sais pas, on m'a dit ça, moi j'ai pas vu d'où ce truc de l'ambassadeur qui prévient le 30 décembre. Je sais pas d'où ça vient. Mais c'est officiellement, la Chine annonce et l'OMS le répercute le 31 décembre. Vous, en tant que journaliste, vous trouvez que l'État français a bien réagi, rapidement, comme une épée bien affûtée, ou comme un couteau à beurre qu'on utilise pour tourner des vis? Comme quelqu'un qui avait la tête ailleurs, plutôt. Et notamment parce que des virologues de Marseille, dont Étienne de Crolly, ont trouvé tout de suite, en fait, dès que Glichy a publié le génome là, le 12 janvier, ils l'ont observé et ils ont tout de suite vu que ce génome, il avait une particularité, ce qu'on appelle un site furine. En fait, le coronavirus donc, a une protéine spike. Ce qui est, quand on voit, c'est les petites pointes qu'il y a. On voit le virus, il a des petites pointes. On a vu souvent l'image. La petite pointe, c'est la protéine spike qui va permettre de se fixer sur la cellule. Et à mi-chemin de cette protéine spike, elle est divisée en S1 et S2. Il y a ce qu'on appelle le clivage entre les deux parties de la protéine spike. Et là, ils ont vu qu'il y avait ce qu'on appelle un site de clivage à la furine, qui est des acides aminés basiques, qui contient des acides aminés basiques, et qui, en fait, Étienne de Crolly est un peu un spécialiste de ce genre de site, parce que c'est connu chez les virus, et c'est ce qui permet de faciliter l'entrée, en fait, dans la cellule, et en gros, on peut résumer ça, c'est un peu l'arme fatale de SARS-CoV-2, quoi. Celle qui lui permet d'être très efficace et d'avoir un grand pouvoir de contagiosité. Pour délier un peu tout ça, donc les anciens coronavirus qu'on s'est tapés dans l'histoire n'avaient la capacité que de passer par les cellules pulmonaires de la gorge, du nez, de la zone ORL, c'est ça? Et là, le nouveau de la version 2019 a les capacités d'infecter tous les tissus du corps humain. C'est ce qu'on constate. Il ne se contente pas des poumons. Et c'est probablement dû à ce site furine qui lui permet en fait de se fondre avec la cellule. Ça fait cliver le virus, et ce qui lui permet de se fondre avec la cellule et donc d'être beaucoup plus contagieux en fait. Et d'aller, on le repère dans des organes jusqu'au cerveau en fait, ce qui explique la perte de goût et d'odorat. Tronc cérébral, perte de goût, perte d'odorat, d'ailleurs prémisse des signaux de Parkinson. Perte d'autres choses, on a noté quoi? Le tronc cérébral, le foie, l'estomac,
la peau, les yeux, la totale. Ah, ça peut aller un peu partout. Après, moi, je suis pas médecin, je suis pas non plus spécialiste. Donc l'État français a réagi comme un couteau à beurre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, donc je vous dis, ils trouvent ça. Ils voient qu'il y a ce site Furine. Ça, c'était quand, ça? Dès le 12 janvier, ils le voient tout de suite parce que c'est quelque chose qui est assez connu. Mais ce qui les étonne, c'est qu'en fait, c'est la première fois qu'on voit un site Furine sur un virus SARS, un coronavirus de type SARS. Et donc, Étienne de Crolly, il voit ça, il dit oula, c'est pas bon, quoi. Ça sent pas bon ce truc-là. Et ce qui les a aussi beaucoup intrigués, c'est que quand Zenglishi fait son premier papier où elle présente RATG13, le virus le plus proche, donc elle fait une révélation en disant oui, on a un virus on a trouvé le virus le plus proche, il vient des chauves-souris, donc probablement SARS-CoV-2 vient aussi des chauves-souris. Elle compare les génomes de RATG13 et de SARS-CoV-2, mais elle arrête la comparaison juste avant le site Furine. Et elle ne le mentionne pas dans le papier qui va apparaître dans Nature. Donc, et donc c'est quand même aussi étonnant de la particularité, le truc le plus apparemment qui pourrait être le plus dangereux dans ce virus, il n'est pas mentionné là-dedans. Mais bon, les Marseillais, eux, l'ont bien vu, comme beaucoup d'autres, mais eux, ils vont être les premiers à publier un papier début février sur ce site Furine en expliquant que c'est étonnant qu'il soit là, que c'est la première fois qu'on en voit un. Je peux vous couper. Donc ça, c'était au mois de février, mais c'était avant ou après que notre président nous demande d'aller au théâtre? C'était avant, justement. C'était donc... bien avant. Et ce qu'on peut voir, c'est que leur papier n'a eu aucun écho. Eux, ils ont fait un communiqué de presse qui a été repris par personne. L'information aurait pu remonter parce que c'est des chercheurs français. Mais à l'époque, ce qui intéressait beaucoup les gens, c'était Benjamin Griveaux et ses vidéos intimes. Mais ça intéressait beaucoup plus que des Français qui ont trouvé le truc qu'ils pourraient craindre sur ce virus. Et en fait, c'est là où les Français et les Occidentaux, plus largement, on peut reprocher à la Chine d'avoir... en fait, ils ont attendu 3 semaines pour reconnaître la contagiosité. Mais une fois qu'ils la reconnaissent, après ils confinent Wuhan, donc on voit que ça rigole pas, quoi, qu'ils prennent les choses en main. Et alors que les Occidentaux, oui. Pourquoi vous dites les Français, les Occidentaux? Parce que les Anglais ont fait un peu pareil. Il faut dire les officiels, les gouvernements. Oui, les autorités occidentales, on va dire. Le peuple français expatrié à Wuhan nous a tenus parfaitement au courant de la merde qui se passait là-bas et dans des proportions dramatiques. Oui, sans doute. Ouais. Donc revenons à notre question. Le gouvernement français, ce couteau à beurre surpayé à pas faire grand-chose, qui nous demande d'aller au théâtre alors qu'il y a un grand chercheur français qui est en train de nous expliquer que ce fameux virus a le passe-partout pour venir nous infecter n'importe quel centimètre carré de notre corps, et nous on va au théâtre. Donc ça, bon... c'est ce qu'il dit, je crois que c'est le 12 mars, ou enfin au mois de mars, quoi. Et la veille où il dit ça, il y a 150 morts en Italie, donc... Non, ça n'a pas été pris. Là, il y a Serge Morand, un scientifique qui, lui, vit en Thaïlande et qui s'intéresse beaucoup aux zoonoses, que j'ai pas mal interrogé pour le bouquin et qui fait même la postface, me disait, lui, il est revenu à Paris fin février, il hallucinait, quoi, parce qu'il arrivait de Thaïlande où tout le monde était masqué, et il arrive à Roissy, il n'y a rien, quoi. Il a dit c'est un gouvernement d'irresponsable. Je suis dans un pays avec un gouvernement d'irresponsable, parce qu'il n'y a aucune mesure de sécurité fin février. Donc, 1 mois et demi après que Wuhan soit confiné, 1 mois après que des chercheurs français aient alerté sur le danger de ce virus. Rappelez-moi, il y a combien d'habitants à Wuhan? 11 millions. Une broutille. Une broutille. Hein? Et qui ont essaimé, d'ailleurs, il y a une vingtaine de pays qui sont les premiers, enfin, les premières contaminations qui repèrent, ils viennent tous de Wuhan. Donc c'est là où... Ça vient quand même plutôt de là-bas, parce que malgré qu'il à dire que... ça tendrait plutôt à venir de là-bas, parce que... Bon, quelles sont les autres hypothèses? Parce que ça n'est pour l'instant qu'une hypothèse. De quoi? Le fait que ce soit barré d'un labo. Ah bien sûr, non, c'est une hypothèse qui peut s'expliquer, mais... nous, je parle pas mal dans le livre d'une hypothèse que c'est pas moi qui ai du tout levé, c'est un mec qui s'appelle Yann Faure, qui est d'ailleurs un sociologue, qui est prof de sociologie. Donc c'est aussi amusant parce que c'est souvent les grands virologues en charge théoriquement de chercher, c'est pas forcément eux qui ont fait avancer le schmilblick sur cette histoire. Mais lui s'est beaucoup penché sur la question des visons. Et
Alors je ne sais pas si c'est une... lui, il le voit comme un intermédiaire possible qu'il est amené à l'homme, mais surtout, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a vu sur le fait les allers-retours qu'ont pu faire les visons entre l'homme et en gros, qui ont fait les variants. Et il a repéré notamment en Italie, que là où l'épidémie a explosé en Lombardie, c'est une zone rurale, donc c'est assez étonnant parce que normalement c'est plutôt les grandes villes, mais c'est une zone qui a une concentration d'élevage de visons en fait. Alors, question Internet. Alors, je ne connais pas la question, mais je la pose quand même. Bonjour. Pouvez-vous lui demander, s'il vous plaît, s'il a entendu parler de Shen Qishi et Fang Bin en Chine? J'espère que c'est pas une blague. Merci beaucoup. Shen Qishi et Fang Bing? Oui. Shen Qishi et Fang Bin. Non. D'accord. Revenons à nos visons. Oui, donc les visons, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans cette zone en Italie où donc ça sort d'une zone rurale, Yann Fort, il fait une sorte de triangle, il voit les 3 villages qui sont les plus contaminés, enfin les 3 villes qui sont les plus contaminées, ça fait un triangle, et au milieu de ce triangle, il y a 3 élevages de visons, dont le plus important élevage d'Italie. Et c'est là aussi qu'on va repérer ce qui est en fait un peu le premier variant du SARS-CoV-2. Et donc, il y a l'hypothèse que ce variant, en fait, c'est un aller-retour chez les visons, que le vison a muté, que le virus a muté chez les visons et est revenu chez l'homme. Parce qu'on a vu aussi au Danemark, ça a été étudié, ça a été observé, ça, qu'il y avait pu avoir des contacts de l'homme au vison et le virus revenait en muté. Alors, on a souvent dit que dans le nord de l'Italie, il y a eu une émergence très forte des cas de coronavirus parce qu'il y avait beaucoup de commerce avec la Chine. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Il y a l'éleveur principal de visons, lui, il commerce beaucoup avec la Chine et avec l'Asie. Donc, et il y a des échanges d'animaux, il y a des échanges d'animaux avec des étalons, des choses comme ça. Donc oui, et puis les premiers qui ont été repérés en Italie, les premiers malades, c'est des gens qui venaient de Wuhan, ils ont été repérés à Rome, mais ça c'était des touristes, mais ils avaient fait escale à Milan. Donc c'est possible. Après, est-ce que le vison, c'est une piste? Après, il faut voir, est-ce qu'il y a des visons chinois en fait? Parce que Yann Fort, lui, ce qu'il pousse, c'est vers la Chine, alors... Et effectivement, la Chine est un très grand éleveur de visons, c'est devenu le premier éleveur mondial de visons. Et après, c'est pas forcément les élevages de visons ne sont pas forcément dans les zones où on attendrait le plus les chauves-souris qui ont des virus un peu proches de SARS-CoV-2. Mais il y en a qui sont pas forcément très loin, et après, c'est pas forcément non plus tout est étudié. Mais oui, c'est une piste, le vison, et qui pourrait être, typiquement, ça serait des chauves-souris qui ont été déféquées dans un hangar où il y a des visons, sur leur truc où ils mangent. Et ça pourrait être ce qui ferait un autre intermédiaire avec ces animaux qui, en plus, sont des animaux avec un élevage qui peut être assez intensif. Et c'est plus ça qui amène en général. Par élevage intensif, ils passent toute la journée dans une toute petite cagette où ils baignent dans leur merde et dans leur pisse toute la journée. Ils sont nombreux, et donc ils sont nombreux. Il peut y avoir, je sais plus les chiffres. Ils s'attaquent. Et donc ils sont en contact, et c'est un virus qui se transmet par l'air. Donc, alors ça, c'est très intéressant. Aéroporté, quoi. C'est un virus aéroporté, et donc même des cages à côté, ça peut passer d'une cage à l'autre. Oui, c'est un peu comme les immeubles dans le 19e arrondissement. Les cages à lapins, le fait que ce soit aéroporté, ça a été su quand? Est-ce que ça a été sous-estimé, minimisé, ou ils le savaient dès le départ? Oh non, ça a été vu. Comme le SARS, quoi. C'est ce genre de virus, c'est ça qui les rend contagieux, en fait. Non, mais il y a par contact et il y a aéroporté. Il y a aéroporté, c'est-à-dire que les micro-gouttelettes... Voilà, c'est ça. Mais ça, ils le savaient dès le départ? Ouais, on l'a vu dessus, ça, oui. C'est quoi, vite? À peu près tout de suite. Je vous dis, là, le mec qui fait l'analyse, il dit ce truc est contagieux, comme le SARS. Le SARS, c'était comme ça, donc c'est vite établi, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on porte des masques dans des RER sur blindés? Est-ce que ça pose des risques?
De quoi? D'être dans des révélations de maladie, c'est pas le masque qui pose le risque, là. Ouais, mais même masqué, c'est-à-dire... Ah bah ça, après, je vous dis ça, c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est sûr que... quand vous êtes dans... Je sais pas, il y a des aberrations avec ce Covid. Moi, je suis savoyard, vous voyez, là, cet hiver, on a fermé les remontées mécaniques, et donc les gens faisaient du ski en navette. J'habite, ma famille est vers la Plagne. Il y a des stations, il y a le bas des stations qui est à 1400 mètres, le haut c'est à 2100 mètres. Il y a des navettes qui relient toutes les stations. Et donc c'est entre 2100 et c'est une piste, donc qui est une assez grande piste. Et il y a un télésiège normalement, mais là le télésiège était fermé et donc les gens faisaient quand même du ski en prenant la navette bondée pour aller de 1400 à 200 mètres. Donc ça c'est un peu les aberrations du Covid, quoi. Mais c'est pas vraiment mon domaine, quoi. Je suis pas médecin, je sais pas. Quand vous dites aéroporté, bon, ok, vous n'êtes pas un médecin, vous avez étudié ce que ça veut dire exactement aéroporté? C'est-à-dire aéroporté, on le respire, mais aussi on se le prend par gouttelette dans les yeux. Aéroporté, c'est le mode de transmission le plus efficace pour un virus. Et c'est ce qui est... Oui, c'était le cas pour le SARS, et c'est le cas pour SARS-CoV-2. Et c'est aussi ce que peuvent même rechercher dans les laboratoires. C'est ce qui avait fait scandale en 2011-2012. On avait fait ça avec un virus de grippe aviaire qui ne se transmettait pas entre humains et il avait été rendu aéroporté pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Et ça avait amené un peu un scandale et une polémique sur les travaux de laboratoire parce que faire des virus comme ça, ça peut être dangereux s'ils s'échappent, quoi. Et c'est un peu aussi la question que pose cette histoire de SARS-CoV-2, parce que les laboratoires de Wuhan, notamment, travaillaient en fait, à rendre des virus plus dangereux, pas pour créer des bombes, pas pour faire mal aux gens, mais pour anticiper des mutations qui pourraient être dangereuses. Et l'aéroporté, c'est une sorte de must de la contagion, quoi. Est-ce que durant votre bouquin, vous avez eu le temps d'enquêter sur les différents variants? Pas du tout. Ce qui est intéressant c'est qu'au début, il n'y a pas de variant en fait sur SARS-CoV-2. Et c'est une de ses caractéristiques étonnantes, c'est que normalement, un virus, quand il arrive de l'animal, qu'il arrive chez l'homme, les premiers mois, il va s'adapter à l'homme, donc il va évoluer, il va muter pour être plus efficace, pour s'adapter à son nouvel hôte. Et c'est ce qu'on avait observé avec le premier SARS, où pendant 3 mois, il y a pas mal de mutations, et de mutations significatives, en fait, qui modifient significativement le virus sur des endroits clés, des endroits qui vont lui permettre de mieux se coller. Et là, ce qu'ont observé plusieurs chercheurs, c'est que, notamment une chercheuse américaine qui s'appelle Alina Chan, qui est d'origine asiatique et qui a grandi à Singapour, et donc elle avait vécu la première épidémie de SARS. Et là, donc, elle s'est retrouvée confiée, elle travaille à un institut qui dépend du MIT et de Harvard, je crois aussi. Donc un institut assez prestigieux. Et elle était confinée, donc elle s'ennuyait, et elle a cherché, elle s'est mise à regarder, à se documenter sur SARS-CoV-2 et sur SARS. Et elle a remarqué que, en fait, si on prenait les génomes des 2-3 premiers mois de l'épidémie, il était très stable, alors que celui de 2003, il avait beaucoup muté. Et ça l'a amené à dire, comme si ce virus avait été préparé, en fait, pour être adapté à l'homme. Et donc elle a émis cette hypothèse s'il avait été travaillé en laboratoire pour ça, ça pourrait s'expliquer. Bon, son papier n'a pas été accepté dans la publication. On se demande pourquoi. Et vous avez un autre chercheur qui, lui, est plus installé, parce qu'elle, c'est une post-doctorante, donc elle est jeune. L'autre, c'est un chercheur qui s'appelle Nikolai Petrovski, qui, lui, est en Australie, et qui est spécialiste des vaccins, et qui, dans l'hiver 2020, a tout de suite voulu commencer à travailler sur un vaccin, et pour mieux comprendre le virus, et il l'a modélisé pour faire son vaccin, et puis il a aussi voulu chercher, voir d'où pouvait venir ce virus. Et donc, il a pris une partie du virus qui est en fait, le domaine de liaison, celui qui s'accroche au récepteur AS2, qui est le récepteur qui est adéquat sur la cellule humaine à ce virus. Et il a voulu regarder
à quel AS2 le SARS-CoV-2 était le plus adapté? Parce qu'il avait remarqué que dans les précédentes épidémies, quand le virus arrive, il est plus adapté à l'autre qui vient de quitter. Donc c'était le cas avec la civette, c'était le cas avec le dromadaire pour le MERS ou le premier SARS. Donc il a passé en série de revues d'animaux, dont le pangolin et la chauve-souris, bien sûr. Et ce qui l'a étonné, c'est qu'en fait, non, le virus, il était le plus adapté, c'était à l'homme. Et ça, c'était aussi curieux, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, c'était pas normal. Et il a aussi donc, fini son papier en disant, ça laisse envisager une possibilité on pourrait le comprendre, parce qu'il aurait été travaillé en laboratoire. En fait, il y a deux options. C'est soit le virus a été repéré au bout de 3 mois et il a fait cette évolution, peut-être en gagnant d'ailleurs le site-furine, parce que le site-furine a pu être acquis naturellement. Soit il a été travaillé avant et donc, par exemple, avec des souris humanisées, comme on a le laboratoire de Wuhan. Ils travaillent avec des souris qui ont un AS2 humain. Et donc, si vous travaillez là-dessus, ce ne serait pas étonnant que le virus soit bien adapté à l'AS2 humain, puisqu'il a été fait sur des souris humanisées. Mais c'est une hypothèse. Et une hypothèse qui n'a pas été acceptée, parce que c'est 2 personnes qui ont fait des papiers, qui sont des papiers très intéressants, parce que, quoi qu'il en soit, ils amènent des données sur la stabilité de ce génome pendant ces premiers mois de l'épidémie, qui est une donnée importante. Et ça a été refusé. Vous, en tant que journaliste, le fait qu'on ne puisse pas traiter tous les sujets d'une façon libre, autonome et sans pression, voir 1 an après que ceux qui avaient été catalogués comme complotistes, maintenant ils ont du renfort auprès des autorités américaines qui disent quand même, cette hypothèse, il faut quand même la prendre en considération. On ne peut pas l'écarter. Vous, en tant que journaliste, le fait qu'il y ait cette autocensure, des pressions sur des sujets clés dont la population a besoin pour pouvoir s'informer, ça vous fait quoi d'avoir des sujets, ils sont tellement chauds qu'on ne peut pas les toucher? Ça arrive. Il faut un Brice Perrier tête brûlée pour s'accorder, ok, je vais le faire un bouquin dessus parce que c'est mon boulot, c'est mon sacerdoce journaliste. Là, depuis, il y a eu quand même d'autres journalistes qui se sont intéressés. Soyez pas humble comme ça. Depuis, vous étiez dans les premiers à vouloir cartographier ces hypothèses. Au départ, c'était dur. Au départ, on m'a refusé les papiers, moi. Mais il y a des préjugés quand même un peu dans la presse. Il y a souvent un peu un suivisme et des préjugés qui peuvent exister. Là, il y avait préjugé que ce sujet, c'était un peu sulfureux, c'était Trump, c'était le professeur Montagnier, c'était complotiste. C'est quoi cette histoire de professeur Montagnier, là? C'est le mec qui a dit... c'est le prix Nobel... parce qu'il a découvert le virus du sida. Le virus du sida, qui a dit une connerie encore à la télé, comme quoi il y avait des insertions de virus de sida dedans. Il a mis une hypothèse après. Ça a été démenti. Il y a d'autres chercheurs qui ont analysé le génome et qui ont vu que... que ça pouvait être autre chose. Parce que surtout, c'est des petits morceaux qui ressemblent au sida et qui pourraient venir d'ailleurs et qu'on retrouve dans d'autres virus. Enfin, il en avait relevé 4. Et par exemple, Étienne de Crolly, avec 3-4 autres personnes, ont aussi fait un papier où ils font une étude phylogénétique du virus qui recherche justement les origines de ces, pas des virus, de ces 4 insertions en fait. Et là, ils ont trouvé ils ont trouvé une explication pour 3. Où ils ont vu que ce virus avait été présent, enfin ce petit morceau était présent chez les chauves-souris ou chez des virus de pangolin. Mais ils n'ont pas trouvé le 4e, il est venu nulle part. Et le 4e, c'est le site-furine. Mais après, le professeur Montagnier, il a dit ça, mais c'était une hypothèse. Il y avait des Indiens déjà qui l'avaient fait, qui avaient émis cette hypothèse. Il a quand même beaucoup, là, hein. C'était pas une hypothèse. Il disait que ce qu'il disait, c'était que c'était identique. Il y avait des morceaux qui ressemblaient à ceux du sida. Donc il disait, lui, il pense qu'ils ont été insérés, mais c'est des insertions. Après, une insertion, c'est une mutation. Hein. Donc elle peut être naturelle ou artificielle, mais après, lui, même je trouve qu'on a abusé un peu avec lui parce qu'il disait pas que c'était un complot, que c'était volontaire. Lui, il parlait d'un accident et tout de suite, on a dit, voilà, c'est le complot. Ça n'avait rien de complotiste. Il a sans doute fait une erreur.
une erreur d'interprétation, mais il dénonçait pas un complot, en fait. Ça relevait pas du complot, ce qu'il disait relevait d'un accident. Vous comprenez aussi cette autocensure au tout départ, de ne pas vouloir incriminer une puissance qui devient de plus en plus belliqueuse avec ses congénères, pour éviter du chinois bashing. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait déjà du chinois bashing avec les Chinois en France qui se faisaient emmerder parce que ils étaient identifiés par une partie de la population comme eux, les porteurs ou les disséminateurs de virus. Est-ce que vous comprenez cette réserve d'impliquer la Chine dès le départ pour éviter une guerre économique, que la Chine se tende, que la Chine devienne de plus en plus belliqueuse avec nous, et que la Chine nous dise, bon, maintenant, vos merdes à 5 euros qu'on vous a vendu pendant des décennies pour suborner votre vote, maintenant, c'est terminé. Est-ce qu'il y a eu cette autocensure des journalistes? Est-ce que c'est compréhensif? Je ne sais pas si ça c'est les journalistes, je pense que ça c'est plus chez les politiques. Genre, par exemple, Macron ne veut pas chercher des soucis à la Chine. C'est quand même un gros pays qui est très puissant. Donc c'est délicat diplomatiquement de s'en prendre à la Chine. Mais la question, c'est pas de s'en prendre à la Chine en même temps. La question, c'est de s'intéresser à ce virus parce que c'est important de savoir d'où il vient. Parce qu'une épidémie, on voit ce que ça fait une pandémie. Et si on veut éviter qu'il y ait des nouvelles, c'est mieux de comprendre d'où ça vient. Et si ça vient d'élevage, là, on se focalise sur la faune sauvage, on arrête le trafic de faune sauvage, mais ça, c'est très bien. Mais si ça vient d'élevage, il faut mieux savoir de quel élevage ça peut venir pour sonder ça, pour repérer. Et si ça vient d'expériences menées dans les laboratoires, il faut peut-être arrêter ces expériences ou les contrôler ou ou même éviter peut-être des choses qui sont trop risquées. Et donc voilà, donc c'est ça qui est très important. Et c'est ces questions scientifiques en fait qui priment selon moi. Après, je peux comprendre que des pays soient dans des considérations diplomatiques avec une puissance comme la Chine. Votre bouquin, il est correctement sourcé. Vous avez mis toutes vos sources à l'intérieur? Bah oui. J'ai une question sur les sources. Ouais. On va prendre une question Internet. Alors, on va le réexpliquer. On n'est pas obligé, mais bon. C'est quoi ce récepteur humain de virus qu'il cite? On ne comprend rien à ce qu'il dit, ce qu'il a dit, ou il ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez réexpliquer l'AS2? Oui, l'AS2 ou la furine ou la spike. En gros, j'espère être plus clair. Le virus donc, a une protéine qui s'appelle la spike. Elle en a plein, d'ailleurs, c'est celle qui font les petits pics du coronavirus, qui lui font sa couronne. Et dans la spike, vous avez ce qui s'appelle un domaine de liaison, qui est le domaine qui va se lier à la cellule. Et il a besoin d'un récepteur. Il y a plusieurs récepteurs sur les cellules humaines, comme sur les cellules d'animaux. Et celui qui colle au SARS-CoV-2, c'est un récepteur qui s'appelle l'AS2. Et donc voilà. Et si le domaine de liaison colle avec l'AS2, eh ben vous avez contagion, vous avez diffusion du virus. Ah, si, il y avait un truc. Je sais pas, c'est plus clair. Hein. Il fallait qu'on parle d'un truc. Excusez-moi, je vais être obligé de remonter. Voilà. Les deux prénoms et noms qu'on a cités seraient des journalistes citoyens qui ont été portés disparus. Ça fait plus d'1 an. En Chine? En Chine, oui. Ça s'est beaucoup vu pendant votre enquête, des journalistes ou des blogueurs qui disparaissent? Il y a eu celle qui s'est retrouvée en prison là, dernièrement. Mais il y a un livre là, qui est sorti aussi. Moi, j'ai pas tellement d'informations. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Non. Question Internet. Mais non. Est-ce que vous avez des tendances suicidaires ou des bons freins sur votre voiture? Faut pas dire ça. Alors, ce monsieur a-t-il des tendances suicidaires et des freins parfaitement entretenus? A-t-il reçu des menaces? Pas du tout, rien? Non. On vous a catalogué dans les salles de rédaction comme un mouton noir parce que vous attardiez sur ce sujet-là ou pas du tout? Non, non. De toute façon, moi, je suis indépendant, je suis pigiste, donc dans les salles de rédaction, j'y vais pas souvent. Est-ce que vous êtes... ça, c'est bien. Les salles de rédaction... Est-ce que vous êtes intéressé à la technologie CRISP? CRISPR-Cas9. Cas9. Oui, c'est un moyen de faire du découpage avec, mais c'est pas très utilisé pour les coronavirus en fait.
Comment vous sourcez ça? Pourquoi vous dites ça? J'en ai parlé avec Étienne de Crolly. Il y a d'autres systèmes plus utilisés que celui-là. Comme quoi? Comme des méthodes d'insertion avec des pinces moléculaires ou des choses. Mais enfin, lui, je lui ai demandé, CRISPR-Cas9 pourrait être utilisé, mais ne l'est pas tellement en pratique apparemment. Question Internet. Avez-vous fait des recherches sur les Jeux militaires internationaux qui ont eu lieu à Wuhan en octobre 2019? Eh ben oui, j'ai cherché à interviewer une athlète française qui avait donné une interview où elle disait qu'elle était malade. Et elle m'a répondu qu'elle ne parlait plus. En fait, ils ont interdiction les militaires ont eu interdiction de parler de ça. Il y avait eu un papier dans Le Monde au printemps là-dessus qui montrait que il y avait cette femme qui disait qu'elle avait été malade, ainsi que son compagnon et plusieurs membres de l'équipe après avoir participé à ces Jeux militaires. Il y avait un Italien qui aussi dit que toute l'équipe italienne avait été malade et qui après aussi bien l'armée italienne que l'armée française leur a dit de se taire. Et moi, j'ai contacté l'armée française qui m'a dit, en gros, on n'avait eu aucun cas. Vous avez contacté l'armée française comment? Vous avez Le appelé, service communication des genre le armées. numéro vert de l'armée. Bonjour, j'ai des questions à vous poser. Voilà, quelle était leur position là-dessus? Pourquoi est-ce que ils m'ont pas répondu? Pourquoi vous a pas répondu? Les services de l'armée, quoi. Quel service? C'est le ministère des Affaires étrangères? C'est le ministère de la Défense? Ministère de la Défense. D'accord. Et donc, ils ne m'ont pas dit pourquoi les soldats n'avaient pas le droit de parler, mais qu'en gros, il n'y avait rien à signaler, qu'ils n'avaient rien vu ni avant, ni pendant, ni après, qu'il n'y avait pas eu de malade qui avait l'air d'avoir des cas de Covid, et qu'il y avait l'armée suédoise qui aurait fait des tests et qui n'avait rien trouvé de convaincant. Donc après, je ne sais pas. Mais c'est délicat après aussi pour eux de aujourd'hui faire des tests, ça serait pas forcément fiable parce qu'on ne saurait pas quand est-ce que si des gens ont des anticorps, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont eu le Covid. Donc, comme énormément de gens ont eu le Covid depuis. Mais c'est vrai que c'est les Jeux militaires. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'est la Chine, les autorités chinoises qui ont accusé les Américains d'avoir amené le Covid pendant les Jeux militaires. Alors, un commentaire d'un de nos abonnés qui dit « Bonjour, le génome a été publié entre le 10 et le 11 janvier 2020 sur virological.org, pas le 12. » Donc déjà, attention. Mais ça, justement, c'est virological.org, c'est par l'Américain, enfin l'Australien, qui a publié ce truc-là, et ce qui a déplu beaucoup à la Chine. C'est ce que je vous disais avec l'avion, là. Le mec qui prenait l'avion pour Pékin, quand il monte dans l'avion, il donne l'autorisation à l'Australien de le faire. Et quand il arrive à Pékin, ça fait la une. Et le 12, c'est officiellement par le WIV, en fait. Alors, je termine son commentaire. En 2009, un site furine a été trouvé sur le SARS-CoV-1. Donc là, il met son lien de source. Le papier de Yujia Alina Chan ne dit absolument pas que c'est un fabriqué en labo, mais qui est adapté à l'humain et qui pourrait y avoir des réémergences. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. Est-ce que cet invité a été en Chine? Parle-t-il chinois? Et n'aurait-il pas mieux fait de faire relire ces papiers par des gens qui comprennent de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Disons que le livre, il est préfacé par Étienne de Crolly, qui est un peu l'expert sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup mieux. Le site Furine en 2009 sur SARS-CoV-1, je suis sûr que non. Ou alors monsieur a une révélation à faire au monde, parce que c'est le premier virus de type SARS qui a un site Furine, ça c'est un truc acquis. Et Alina Chan, c'est ce que je vous disais, elle a pas dit que c'était un labo, elle a constaté qu'il était très adapté à l'humain. D'où suggestion, est-ce que ça ne viendrait pas éventuellement d'un labo? Mais elle n'a pas dit ça de façon affirmative du tout. C'est là où c'est pas normal que ces papiers aient été refusés, parce que c'était juste évoquer ça comme une éventualité parmi d'autres. Qu'est-ce qui a marqué sur l'écran là? Activer. Ah merde, c'est parti. Pourquoi c'est parti? Hop là. Nous passons, c'était un papier de 2009. Je vous mettrai le lien dans la description. Ah oui, toi, t'as tout fermé, toi. Je sais pas. T'as tout fermé. J'ai juste touché l'ordinateur sans... Revenons à... Je veux voir, je veux bien voir. C'est quoi ce papier? Ça date de quand, ça? Quelle année?
Ça date de 2009. Ouais, et il n'y a pas un site furine sur le virus, quoi. Je connais pas ce papier, mais... C'est écrit où? De quoi? L'entête du site? C'est PNAS. C'est la revue de l'Académie des sciences américaines. Bon, Mais on non, je sera- connaissais pas ce papier, mais c'est sûr qu'il n'y a jamais eu de site furine sur un virus de type ça. Oh merde. Revenons à nos moutons. Le micro, ça va, c'est bien. Ça va, je sais Ça pas, se passe c'est bien, bon, l'ingénieur du son, il gueule pas, donc on est impeccable. Revenons à notre virus. Comment vous, en tant que Français, père de famille ou travaillant journaliste, vous anticipez l'avenir sur les 2 prochaines années? Est-ce que vous vous attendez à des variants bien énervés, multivariants, polyvariants, avec les capacités agressives de tous les variants qu'on a pu rencontrer, comme le sud-africain, le brésilien, l'indien? Est-ce que vous attendez à ce que ça se dégonfle un petit peu, qu'on puisse reprendre une vie un peu plus cool? Ou est-ce que vous vous attendez à ce que ça chauffe, genre comme dans les films catastrophes? Bah là, moi, je sais pas, je peux pas vous dire ça. J'ai pas de boule de cristal, hein. Après, j'en ai parlé hier avec Étienne de Crolly du variant indien, qui est le premier qui l'inquiète en fait, parce il a une mutation justement sur ce site furine, dit polybasique aussi, parce qu'il a plusieurs acides aminés basiques, et la mutation, on a rajouté un. Donc ça pourrait expliquer un effet de contagion encore plus fort. Donc voilà, après quels sont les autres? Normalement, on aurait pu espérer que les variants rendent le virus moins virulent, comme ça arrive souvent au bout d'un moment, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein. Question Internet. En quoi, selon lui, collaborer avec une université chinoise est-il un conflit d'intérêts? Ben, c'est un conflit d'intérêts si si par exemple vous collaborez avec un laboratoire qui est suspecté, enfin qui serait le premier à inspecter pour faire une fuite en cas de fuite de laboratoire. Ben, si c'est vous qui travaillez avec eux, qui les financez, c'est vos amis, ben c'est pas un mal. Il n'y a pas de mal à travailler avec eux, mais vous êtes un peu mal placé pour être un arbitre objectif, hein, je vais dire. Question Internet de Micron 2022. Pouvez-vous prouver votre indépendance? Non. Je sais pas comment prouver mon indépendance. Indépendance par rapport à qui? Mais j'ai pas de patron en tout cas, donc. Vous êtes votre propre patron. Voilà. Je suis en train de lire les questions Internet, là. Impeccable. Vous avez un avis sur les vaccins? Sur les vaccins, mais là, c'est pas non plus encore vraiment mon domaine, hein. Vous allez vous faire vacciner, vous? Quand on vous le proposera? Je sais pas, ça me regarde pas. Ça me regarde pas. Mais a priori, pourquoi pas, hein. Alors, question Internet, le porte-avions Charles de Gaulle est justement en plein exercice militaire avec l'armée indienne. Lorsque ces exercices, y a-t-il pas de rencontres physiques, des escales? La Grande Muette pourrait-elle être le prochain cluster? Alors, arrêtez de me faire sauter les lignes, merci. Du nouveau variant indien. Le coronavirus est-il un virus de type 3 sur 4 dans le classement des dangers biologiques et qui peut être manipulé dans les labos P3, très nombreux partout dans le monde? Pourquoi cette focalisation sur Wuhan et le laboratoire P4 en particulier, alors que ce virus n'est pas de type 4? Bah ça, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, la focalisation sur le laboratoire P4, elle est pas bonne parce que les coronavirus ne sont pas travaillés dans les laboratoires P4. Et on sait beaucoup, on a beaucoup parlé du laboratoire P4 parce qu'il avait été construit avec la France et que c'était le premier laboratoire P4 en Chine. Mais en fait, s'il y a eu un accident avec le coronavirus, c'est probablement pas dans le laboratoire P4. Mais le WIV a des P3, et des P2. Et Wuhan est en fait une ville où il y a beaucoup de laboratoires P3. Et il n'y a pas que le WIV. Il y a au moins 3 laboratoires, instituts et laboratoires qui travaillent sur les coronavirus à Wuhan, avec des laboratoires P3, voire des laboratoires P2, et qui sont encore moins, avec des mesures de sécurité qui sont moindres.
Donc oui, le P4, ça, je sais pas, ça a fait beaucoup parler le P4, mais c'est sans doute pas là que ça s'est passé si c'est passé quelque chose. Est-ce que vous avez discuté avec vos collègues journalistes de tout ça? Est-ce qu'ils vous ont ils vous ont dit calme-toi un petit peu, tu sais, c'est pas un sujet très à la mode en ce moment, ou ils t'ont dit non? Ils ont rien dit? Vous avez peut-être pas parlé avec eux. Ben non, on m'a pas vraiment dit ça. Là, je me suis en plus pour ce bouquin. Bon, j'ai vu des copains, hein, mais je me suis quand même pas mal mis autoconfiné parce que c'est un livre qui s'est fait. Ouais, pendant 3-4 mois, j'ai beaucoup travaillé, quoi, et de chez moi, quoi. Sans aller voir grand monde. Le Bellingcat des virus. Le quoi? Le Bellingcat. C'est qui Bellingcat? Un mec qui fait du bon boulot pour choper tout un tas de choses sur Internet. Ah ouais, Un bon data journaliste. d'accord. Alors, question Internet. Pourquoi tirer sur les Chinois alors que tout cela pouvait venir des animaux et donc hors de la Chine, étant donné que le virus s'est très vite répandu? Pourquoi tirer sur les Chinois? J'ai pas de tirer sur les Chinois et des animaux qui. Ça, c'est un peu le discours chinois d'ailleurs, la question. Mais qui peuvent venir d'animaux hors de Chine. Ah, mais tout à fait, c'est possible. Après, c'est comment ça arrive, quoi. Et c'est vrai que tout le discours chinois et de Peter Daszak c'est d'aller chercher ailleurs, quoi. D'aller chercher alors en Asie Sud-Est, en Thaïlande, au Cambodge. Ou alors en Italie, ou en France, ou aux États-Unis, voire dans des laboratoires, parce que c'est ça qui est aussi étonnant un peu avec les autorités chinoises, c'est qu'ils reprennent l'hypothèse du Lancet que parler d'un laboratoire, c'est une fuite accidentelle, enfin un virus pas naturel, c'est de la théorie de la conspiration. Par contre, eux ont, dès le mois de janvier, diffusé l'idée qu'en fait ça venait d'un laboratoire américain. Et ça a été... Ben, vous avez des journaux chinois. Après, vous avez carrément eu, au printemps, c'était des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères chinois. Et encore au mois de janvier cette année, et encore le jour même de la conférence de presse de la mission de l'OMS à Wuhan qui voulait carter l'hypothèse du laboratoire, il y avait une autorité chinoise qui encore mettait le doigt sur un laboratoire américain qui s'appelle Fort Detrick, et aussi sur le fait que les Américains ont construit 200 laboratoires à travers le monde. Donc, c'est assez cocasse, en fait, de voir que c'est une théorie du complot quand c'est un laboratoire chinois, mais pas si c'est un laboratoire américain. En fait, il faudrait aller voir tous les laboratoires si on voulait être fixé sur cette histoire. Ils sont bien encadrés d'ailleurs, ces laboratoires. Est-ce qu'il y a un organisme supranational qui est censé regarder ce qui se passe? Pas trop, non. C'est la différence, par exemple, avec... Il n'y a pas l'équivalent de l'Agence internationale pour le nucléaire. Et ça, c'est ce que soulève un type, d'ailleurs, de drastique. On n'a pas encore pris la mesure, en fait, du risque des laboratoires de haute sécurité et que... Il n'y a pas les mêmes précautions que pour des centrales nucléaires, alors qu'en fait, le risque est le même. Dans le passé, il y a déjà eu des cartons, par exemple des virologues qui se baladaient avec des souches virales pour donner à des copains et qui laissaient la souche virale pendant 3 jours sur leur étagère, ou des virus qui sont déjà échappés de laboratoire. Ça, c'est déjà vu? Ça, c'est déjà arrivé, des virus qui s'échappent de laboratoire. Avec le SARS, c'est arrivé au moins 4 fois. Les accidents, des gens qui peuvent se piquer, qui peuvent c'est un truc qui déborde, une morsure d'animal, ça peut être, il y a plusieurs façons de voir des accidents, des fuites, ça peut être par les déchets, ça peut être et c'est vrai que le SARS, on a 2 fois en Chine, 2 fois à Pékin, il y avait une fois un mort, mais on avait pu stopper ça avait été repéré assez vite et on avait pu stopper la chaîne de contamination avec un virus qui était moins contagieux. Est-ce que vous êtes intéressé sur les protocoles de sécurité sur les laboratoires P1, P2, P3, P4? Et est-ce que vous êtes intéressé plus particulièrement sur le criblage des employés quand ils vont bosser là-bas? Est-ce qu'il y a une enquête de proximité suffisamment profonde pour savoir si c'est pas des cinglés, si c'est pas des terroristes, si c'est pas des militants politiques ou des choses comme ça? Je crois pas qu'il y ait ça, et notamment en Chine, ils sont très nombreux. Un expert m'a dit, ce qui est étonnant, un habitué de la Chine, c'est que là-bas,
En gros, en France, vous avez un chef de projet, un postdoc avec lui, et puis un assistant. Là-bas, vous multipliez tout par 10. Donc vous avez beaucoup de monde. Et je pense pas qu'on fasse des enquêtes non, sur les gens qui travaillent dans un laboratoire. En France? En France non plus, personne ne m'a dit qu'il y avait des enquêtes sur les... Après, en France, on fait des travaux moins dangereux. On fait pas, la France n'est pas à la pointe des gains de fonction sur les virus. Et le laboratoire sur les coronavirus, le meilleur, c'est celui de Marseille. Et ils ne font pas ça. Mais c'est aussi par éthique ou qui trouve c'est risqué. Et il y a aussi des manières de faire autrement. Plutôt que de rajouter une fonction, on peut l'enlever pour voir à quoi sert la fonction. Ou alors on peut avoir des pseudotypes, des virus qui ne sont pas vraiment des virus, donc qui sont... Mais il y a une incitation en fait, de la communauté internationale et des revues à travailler à faire des vrais virus dangereux parce que c'est comme si c'était un peu spectaculaire. Qu'est-ce que vous gardez de ce livre? Vous gardez certes une grande connaissance, je suis sûr que vous vous êtes formé autour de ce sujet-là d'une façon profonde. Qu'est-ce que vous en gardez? Vous en gardez quoi? Le fait qu'on est entre de bonnes mains, qu'on a une bonne presse, qu'on a des gens de notre administration qui nous protègent. Vous en marrant, gardez quoi? Que des choses positives? Bah bien sûr, tout ça. Hein. Non, il y a de quoi. Je suis désolé, je vais parler un peu d'une façon plus familière, mais il y a de quoi se taper des bonnes barres de rire et de peur dans ce bouquin-là. C'est flippant quand même. Ben, c'est flippant. De quoi la compétence ou des choses comme ça hein. Je sais pas, moi. Je n'ai pas de jugements généraux comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a des préjugés il y a trop de préjugés, je trouve, aussi bien dans la presse que chez les dirigeants. Et on part dans un sens. En ce moment, il y a cette chape un peu de complotiste aussi qui est assez forte, qui permet de discréditer un truc de façon assez... Là, pour cet exemple, c'est vraiment un exemple un peu parastistique. De voir un accident de laboratoire, c'est un complot, c'est juste ridicule en fait. On ne sait pas si c'est un accident de laboratoire. Non, mais l'hypothèse d'un accident de laboratoire, que ce soit un complot, c'est juste ridicule, c'est juste une hypothèse. Il n'y a pas de dessin derrière, un complot, je ne sais pas, c'est des gens qui complotent pour faire quelque chose. Là, si vous avez quelqu'un qui s'est fait mordre par une souris, et pour rien, personne n'est... C'est un accident, quoi, en fait. Donc, envisager un accident, ça a été catalogué comme un complot, ce qui est ridicule, en fait. Question Internet, qui est revenue d'ailleurs plus souvent dans le chat. Que pense-t-il de Didier Raoult? Mais pourquoi de ces questions d'Internet? C'est pas mon sujet, hein, Didier Raoult. Moi, Didier Raoult, je l'ai interviewé. Après, j'ai pas jugé la chloroquine, l'effet de la chloroquine. Une question qui revient. Avez-vous subi des pressions ou des tentatives de manipulation? Non. Ça vous fait quoi de voir Agnès Buzyn à l'OMS? Ah ben, je sais pas, elle était récompensée. Bah elle aurait dû s'occuper, par exemple, elle aurait dû être au courant du site Furine. Et au lieu d'aller prendre la mairie de Paris, peut-être si elle avait été au courant du site Furine, elle se serait dit que c'était important de rester là, je sais pas. Mais à l'OMS, là, l'OMS, c'est quand même distingué. On peut espérer que ça change, parce que vous avez quand même le patron de l'OMS qui, le jour même de la sortie du rapport, l'a quasiment désavoué, en fait, parce que le rapport dit que l'hypothèse du labo est extrêmement improbable. Il l'a balayé, en fait, très rapidement. Et le jour même, il dit qu'il faut pousser plus loin cette hypothèse et qu'il est prêt à envoyer une équipe spécialement là-dessus. Donc, on va voir hein, ce que va faire le maître. Je ne sais pas si Agnès Buzyn va avoir un rôle là-dedans. Dernière question Internet. Alors... Bah non, pas de dernière question Internet, alors.
Alors, lorsque l'on voit le désastre indien et brésilien, qui sont des pays chauds, peut-on s'inquiéter que ces variants, s'ils arrivent sur le territoire, entre parenthèses sans doute déjà le cas, provoquent des pics d'épidémie cet été, ce qui terminerait sans doute ce qui reste de l'économie réelle, notamment saisonnière éventuellement, et événementielle. Bon, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas virologue, vous êtes journaliste, vous pouvez pas nous faire des prévisions sur la Je veux bien me garder de faire des prévisions, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le variant indien, vous en tant que journaliste, oui, il inquiète Étienne de Crolly pour une raison, une bonne raison, parce que vous avez un acide aminé basique de plus dans le site, et donc déjà que ce site, il n'était pas bon. vous, en tant que journaliste, quand vous voyez tous ces experts de plateau télé défiler à dire tout et son contraire selon les mois ségrénants, ça vous fait quoi qu'on les réinvite toujours sur les plateaux télé? Il faut bien inviter des gens, sans doute. Hein. Il faut faire du remplissage. Après, C'est du remplissage? il faut remplir les plateaux. Après, je sais pas quelle est leur compétence. Moi, je veux pas trop juger des gens. Hein. On va être gentil. Ouais. Question Internet. Avez-vous étudié le lien entre l'humidité et coronavirus? L'Inde n'a connu qu'une seule vague qui correspond à la saison des pluies. Le Brésil a un climat tropical. L'humidité serait-elle un propagateur important du virus? Ça, là encore, je vous dis, moi, j'ai fait une enquête sur l'origine du virus, donc je suis pas un virologue, mais je crois que ce virus, il y a quand même, apparemment, nous, on a eu un impact un peu de la météo, quand même. Ça a joué, mais moins qu'avec d'autres virus respiratoires. Donc, c'est vrai qu'il il est étonnant. Hein, On arrive à la fin de notre interview. Ah On bon, pose déjà tout- Bon, ça fait combien de temps? Ça va faire 1h30 qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez 3 livres à conseiller à notre communauté? Ouais, j'y avais pensé. Je pensais qu'on parlerait d'autre chose. Mais j'avais un livre. Je sais pas. Attendez. Vous voulez parler de quoi? Je sais pas, non. Des préjugés, moi, je trouvais que c'était. Allez, on a le temps. Hein. Pourquoi les préjugés? Des préjugés dans la presse. Moi, je pensais qu'on allait un peu parler des sujets, voilà, qu'on a tendance à pas traiter. Mais c'est des préjugés par rapport à quoi? Quel type de sujet? C'est des préjugés pourquoi? Parce que nos journalistes à 80% sont des militants politiques drapés dans l'étendard de la vertu journalistique et qui Ça, c'est partent joli, ça. Comment? Redis. Ouais, non, mais on l'a pas sans replay. Parce que c'est des militants politiques, ils ont leurs préjugés de militants politiques ou parce qu'ils ils ont leur historique. C'est quoi? Des préjugés dans la presse ou des préjugés dans les capacités qu'on a de développer notre esprit critique? Est-ce qu'on se met des barrières dans notre esprit critique? Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne regarde pas. Ouais. Là, ça a été le cas pendant longtemps. Celui-ci, aujourd'hui, ça tourne. Mais moi, j'ai démarré il y a longtemps maintenant, mais j'avais fait. J'avais commencé avec des films sur la Savoie. Enfin, j'avais fait un film sur les indépendantistes en Savoie. Et j'avais été étonné au début. C'était un producteur qui m'avait demandé de chercher un sujet, tout ça. Je connaissais pas plus que ça. J'étais pas du tout partisan de cette cause, mais du coup, je m'étais penché là-dessus parce qu'on était parti pour faire ce film. Et j'avais vu comment un mouvement comme ça, un parti, peut être traité tout de suite de populiste, de discrédité en fait, d'extrême droite ou des choses comme ça, alors que c'était absolument pas le cas, quoi. Et après, j'ai enchaîné, j'ai fait je voulais faire un film sur un biologiste qui s'appelait Mirko Beljanski, qui avait été aussi catalogué comme c'était devenu même un gourou. Et j'avais vu des choses comme ça dès le début. J'ai vu un peu des sujets qui sont catalogués. Moi, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de voir ça. C'est ça qui m'a amené à monter un journal en Savoie, à faire un petit peu les choses que je voulais. Et à aujourd'hui, m'orienter plus vers l'édition, parce que je trouve que l'édition permet plus d'aborder déjà des sujets plus en longueur. Mais bon, voilà, on va pas s'étendre non plus là-dessus. Vous allez revenir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Trois livres pour notre communauté. Il y aurait... j'avais pensé à Est-ce que vous connaissez la charte de Munich?
La charte Question de Munich. d'Internet. C'est ce que vous posez tout le temps. Mais la charte de Munich, je la connais par cœur, mais ça me paraît que des questions de bon sens, en fait. D'être honnête, quoi. La charte de Munich, c'est de l'honnêteté, et puis on peut la résumer en un article, quoi, non? Je sais pas. C'est quoi? Quel article? Mais je vous dis, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté tout court, quoi. De pas avoir de partialité, de pas. C'est ça, je connais pas les articles de la charte de Munich, j'en connais aucun par cœur, mais je me doute que l'esprit c'est ça, quoi. Et qu'il n'y a pas besoin de connaître la charte de Munich pour essayer de faire son boulot honnêtement. Pour certains, il faut leur rappeler de temps en temps. Mais donc, ouais, un livre que j'avais aimé, c'était L'avenir est notre affaire de Denis de Rougemont. Attendez, je vous coupe parce que là, ils viennent tous de nous bah balancer alors, leurs questions. Quels sont les sujets interdits ou préjugés dans les médias? Je sais pas. Moi, dernièrement, j'ai fait des trucs aussi sur la Corse. La Corse, c'est un sujet qu'on a du mal à traiter. L'action de l'État en Corse, par exemple. Et, même l'État n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs. J'ai fait des papiers où c'était quasiment impossible d'interroger on se faisait balader de la préfecture de Corse, des ministères. C'est quoi, les pinsoutes qui vous balayaient Non, c'était les autorités. Vous voulez interroger des gens sur des sujets précis et personne ne vous parle. J'ai eu une interview d'une ministre qui a été refusée après être faite, quoi. Parce qu'elle n'avait pas le droit de parler. En fait, il ne fallait pas parler de la Corse. Et je vois aussi que l'État, le gouvernement, s'est pas très bien comporté avec la Corse de manière pas très honnête. Avec même en instrumentalisant la justice, des choses comme ça, et vous ne voyez pas trop d'articles là-dessus. Après, je sais pas, on me parlait des vaccins tout à l'heure. Les vaccins, c'est aussi un sujet qui est délicat à traiter, parce que... En ce moment voilà, en ce moment, mais déjà un peu avant, parce que vous avez, si vous émettez une remarque, ou c'est anti-vaccinologue, c'est anti-vax, et tout de suite, il y a l'accusation d'antivax. De l'autre côté, vous avez les antivax qui disent les vaccins, c'est des poisons et tout ça. Moi, je connais bien un mec qui s'appelle Romain Gérardi, qui est chercheur, qui est professeur de médecine et qui a travaillé sur l'aluminium. Par exemple, le sujet de ce qu'il a trouvé sur l'aluminium, il est très difficilement traitable, il est complètement obscur. Et il amène les gens à dire n'importe quoi, d'extrapoler ses travaux, parce qu'il a trouvé que l'aluminium pouvait poser des problèmes, dans certains cas limités, et des problèmes bien caractérisés. Et ça, on l'écarte, parce qu'il faut dire qu'il n'y a aucun problème avec les vaccins, parce que sinon, ça va être... faut qu'il n'y ait aucune critique. Et puis les gens qui ont entendu vaguement parler de ça, ils vont vous dire que les vaccins sont des poisons, qu'il faut les donner, voilà, qu'il ne faut jamais en prendre, qu'il ne faut pas se vacciner. Ça, c'est un sujet typique qui est difficile à traiter avec la nuance, en fait. C'est souvent ça qui est... Aujourd'hui, c'est tout dans un sens, souvent. C'est ce qui fait vendre, non? Les choses clivantes. Peut-être. Vous savez, prendre le temps, donner du temps aux gens pour parler sans montage, sans coupure, sans pub, c'est compliqué au XXIe siècle. Bienvenue chez Thinkerview. Bah, merci. Nos 3 bouquins. Ouais, donc je vous disais L'avenir est notre affaire de Denis de Rougemont, qui est un auteur que j'ai bien aimé, qui est un peu un des premiers, enfin pas les premiers, mais dans les années 70, qui avait parlé de la religion de la croissance et qui ramenait un peu à une autre Europe, qui ramenait aussi au niveau de la démocratie vers la commune, vers les régions. Et donc c'était un livre qui m'a un peu inspiré. Par sympathie avec une personne que j'ai rencontrée pendant cette enquête, Excises d'un soir, de Rodolphe de Metz, qui est un membre de Drastic, et qui fait un livre en lien avec son aïeul, qui est un illustre écrivain savoyard, qui s'appelle Joseph de Maistre, et qui parle d'un retour un peu de l'esprit dans la science, quoi, pour les années qui viennent, comme l'avait un peu prévu son ancêtre. Et puis un troisième, ça serait celui d'un très bon ami qui s'appelle Vincent Coquebert, qui a écrit La civilisation du cocon, qui est sorti dernièrement, et qui incite un peu à sortir de sa bulle, parce qu'on a tendance, c'est confortable de se mettre dans une bulle, dans un cocon, que ce soit dans son appartement ou dans son cercle d'amis, dans sa communauté. J'ai rien contre les communautés, je pense que c'est pas mal d'avoir des communautés, mais c'est bien aussi d'en sortir. Et donc la civilisation du cocon amène à ça. Et
Je pense que c'est valable dans tous les milieux, dans la presse ou pour tout le monde, quoi. Est-ce que vous pouvez me montrer ce livre-là à l'écran et me lire quelques lignes qui a marqué derrière? Ah bah celui-ci, c'est celui que je recommande aussi, c'est sûr. C'est le tien, c'est le vôtre. Aux origines du mal. Et vous montrer à la caméra, faut le montrer à la caméra. On a un caméraman qui est payé que pour ça. Attention, on lui montre. L'autre côté, c'est mieux. Et je lis. Vous voulez que je lise quoi, la 4e de couve? Ouais. Eh ben, ce livre révèle pourquoi et comment la fausse piste du pangolin a permis d'écarter ou de négliger d'autres scénarios plus dérangeants, les enjeux géopolitiques, le rôle clé de certains scientifiques, parties prenantes ou sous influence, les médias manipulés. Il exhume les histoires oubliées, questionne aussi les manipulations menées dans les laboratoires de virologie sur les virus les plus dangereux de la planète. Voilà. Après, le 4 mars, je vous lis tout, vous voulez toute la 4e de couve. Le 4 mars dernier, après l'échec de la mission de l'Organisation mondiale de la santé à Wuhan, une trentaine de scientifiques du monde entier ont réclamé de façon solennelle une enquête approfondie et crédible qui ne devrait exclure aucune piste. Le vent a commencé à tourner. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai écrit un peu en même temps que je continuais à enquêter. On sent un vent qui tourne avec cette histoire dès le début. Et la fin, cette lettre qu'ont fait la trentaine de scientifiques, dont Étienne de Crolly. On parle beaucoup du groupe de Paris qui serait derrière cette lettre, mais en fait c'est plutôt un groupe qui part de Marseille, en fait, hein, mais qui a eu une audience internationale énorme aujourd'hui, et qui a changé la donne, et c'est un sujet justement qui devrait sortir des préjugés. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations ? Eh ben, ne pas en avoir des préjugés, si je devais un conseil à faire, parce que garder l'esprit ouvert, profiter de leurs proches et aller voir ailleurs aussi. Comment on fait pour ne pas avoir de préjugés ? C'est dur, parce que la vie nous conditionne, hein, on est conditionné un peu de tous les côtés, mais l'ouverture d'esprit, je sais pas, la curiosité, et se remettre un peu en question... Mais c'est ça, essayer de ne pas être conditionné, quoi. C'est ce qui est difficile, parce que le conditionnement, c'est ce qui marche le mieux, sans doute, au monde. Brice Perrier, merci. Et bien, merci à vous.